Coucou Lev, Hello Arthur, comment tu vas aujourd'hui? ça va et toi? Au top, au top. Donc je suis ravi de t'avoir en invité un peu spécial aujourd'hui. Donc je te propose de lancer direct le podcast en te présentant et en expliquant un peu pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais dans la vie et quel est le projet récent que tu viens de lancer justement. Alors je m'appelle Lev Frankel et je suis à la base professeur de philosophie. J'ai enseigné pendant 10 ans en lycée. Maintenant je suis en disponibilité pour me consacrer à fond sur la création de contenu sur TikTok, YouTube, Instagram. Et donc ma chaîne s'appelle Serial Thinker et c'est donc de la vulgarisation de philosophie à destination des lycéens mais aussi du grand public. Et j'ai écrit Mhm. 2 livres. Un premier qui s'adresse avant tout aux lycéens, mais qui peut servir d'introduction à la philosophie, qui s'appelle, La philo en mode serial thinker et qui est publié aux éditions Hachette. Voilà, Mhm. c'est devenu un peu le manuel de référence, des élèves de terminale. J'ai eu beaucoup de chance, Ouais, c'était un ouais, certain j'ai vu ça, succès. ouais. Voilà et là je sors aux éditions Albin Michel, ça sort mercredi. Donc là, c'est mon premier livre vraiment grand public. C'est pas un livre scolaire, voilà, c'est pas, pour savoir comment bien faire une disserte ou voilà. Ça Ouais. s'adresse à tout le monde et d'ailleurs, voilà, je mets un point d'honneur à ce que ce soit accessible aussi à tout le monde. Ça veut dire qu'il y a pas du tout besoin d'un certain niveau, en Mhm. philosophie pour pouvoir le lire. Ça, c'est vraiment, on va dire ce que j'essaye de faire dans tout ce que je fais, que ce soit vidéo, livre, conférence, voilà, j'essaye Mhm. toujours de faire en sorte que, même quand il y a des idées pointues, j'essaye de les rendre accessibles et donc c'est un livre qui s'appelle «Ma vie a-t-elle un sens?». C'est aux éditions Albin Michel Mhm. et voilà, donc on va peut-être en parler un petit peu plus, par la suite. Ouais, bah, c'est justement, parce qu'on s'est rencontrés, quand on était ajoutés sur le groupe chat là de créateurs TikTok. Tu t'as partagé ce livre que tu avais et j'ai tout de suite été assez vite interpellé parce que ce fameux titre de ton livre même fait vraiment beaucoup référence à un type d'angoisse que certains de mes abonnés ont, qui est tout ce qui va être les crises existentielles ou l'angoisse existentielle. Donc c'est Mmh. des gens qui, par des questionnements existentiels, heu, subissent, enfin éprouvent une angoisse assez profonde et donc du coup, je pensais que ça serait intéressant d'avoir ton avis toi de philosophe pour voir un peu comment, du coup, tu abordes cette fameuse question et toutes ces questions de manière, générale qui sont du domaine de l'existentiel. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire et cetera? Comment distinguer un peu ce Mmh. qui est une question existentielle ou pas? Et comment toi, de par ton expertise, en philosophie, tu t'attaques à ces sujets-là? Alors c'est vrai que la philosophie d'emblée, elle est ce qu'on appelle, eudémoniste. Alors c'est un gros mot, mais j'explique tout de suite, hein. C'est-à-dire que si on Mmh. reprend la philosophie grecque, les stoïciens qui sont très à la mode aujourd'hui, hein, dans le développement personnel, Épicure, Aristote, Platon, bah, ils avaient tous cette question-là quand même, du bonheur. Comment accéder au Ouais. bonheur? Et c'est ça qu'on appelle le démonisme. Mmh. Et donc les philosophies ils visent le bonheur et on considère même dans l'Antiquité que si la philosophie, ne nous permet pas d'accéder au bonheur, alors elle ne vaut pas, une heure de peine. Mmh. Et c'est vrai que ça a Ouais. beaucoup évolué après, par la suite. C'est-à-dire que la philosophie s'est un peu libérée aussi de cette mission. Ouais. Notamment, la philosophie universitaire où on va essayer de réfléchir sur certaines questions en déconnectant un peu l'aspect, ce qu'on pourrait appeler l'aspect existentiel comme tu dis, hein. C'est-à-dire, s'il y a un rapport à la Ouais. question du bonheur et ben, ça a un rapport avec l'existence humaine et c'est quand même, c'est vrai, une des Mmh. questions centrales. On aura peut-être l'occasion de creuser un petit peu tout ça, mais ce que j'ai envie de dire d'emblée, peut-être pour lancer un petit peu le débat, c'est que, OK, la recherche du bonheur, mais disons que dans ma vision de la philosophie, le bonheur, ça passe aussi par justement par une certaine difficulté. C'est-à-dire que quand on philosophe, on se rend compte justement que, on cherche pas un bonheur facile, en fait. On cherche un bonheur un petit Mmh. peu difficile parce que quand on fait de la philosophie, on pense en permanence contre soi-même et donc ça, c'est pas forcément, Mmh. un chemin, c'est pas forcément une croisière de plaisance, penser contre soi-même parce qu'il Ah bah, pas du tout, faut hein. s'arracher à nos idées préconçues, il faut s'arracher à nos affects, s'arracher à tout ce à quoi ce dans quoi on a grandi, toutes les croyances, toutes les voilà, les systèmes de pensée dans lesquels on a pu grandir et je pense que si la philosophie a vraiment un sens, c'est, pas de nous faire accéder à un bonheur facile, mais un bonheur difficile au sens où, nous libérer du carcan dans lequel on a grandi
Et ça, je crois que c'est voilà, Mmh. on va dire à contrario de toute une vogue du développement personnel qui nous mettrait un bonheur comme ça, avec des recettes. Ouais, Je crois que la philosophie, c'est une autre forme de bonheur, ouais. Et plus donc toi, quand est-ce que c'est quand tu étais prof, est-ce que c'était une question que tu abordais, cette question du bonheur? Et c'est quoi les grands axes principaux quand on discute du bonheur en philo au lycée? alors c'est sûr qu'on passe, un certain moment du coup sur les philosophes de l'Antiquité. On se rend compte par exemple avec des Mmh. philosophes, on va prendre le cas du philosophe Épicure par exemple, qui est aussi un philosophe démoniste, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire dont dont le but pour lui de la philosophie, ça doit être d'accéder à un certain bonheur. Pour Ouais. Épicure, par exemple, le but, c'est d'arriver à une certaine forme d'ataraxie, un peu comme chez les stoïciens, c'est-à-dire, il faut essayer d'éviter, les plaisirs les excitations qui provoqueraient des pics de plaisir et puis après des Mmh. chutes. Un peu comme quand on prend des drogues, hein, c'est le Ouais. cas, c'est-à-dire que, on a, un pic de plaisir, à un certain moment et puis ensuite il y a la redescente et ça pour Épicure, ça n'amène pas au Mmh. bonheur et c'est valable pour les drogues, mais c'est valable aussi dans toutes les drogues douces. Le sucre, voilà. Ah, mais même sans drogue, moi, tu sais, la base du trouble anxieux et donc de ma Ah méthode oui, de guérison, c'est, ce que j'appelle les 22 mécanismes de CCR. OK, Donc CCR, c'est pour contrôle, certitude et réassurance. OK. Parce qu'en fait, trouver sans drogue, hein, juste en parlant avec quelqu'un ou avec des actions que tu vas faire comme aller sur internet ou quoi, une personne peut obtenir une dose de drogue, une dose de Exact. soulagement, d'accord? Un une dose d'émotions plutôt positives, Mmh. heu, qui vont soulager directement une angoisse. Donc en trouvant soit de la réassurance, soit de la certitude, une forme de certitude, soit une forme de contrôle sur des pensées, émotions ou sensations négatives que tu vas Mmh. ressentir. Et donc du coup, tout un trouble anxieux est basé sur ça, sur des personnes qui ont pris l'habitude de céder à ces choses-là, que ce soit par des plaisirs hédonistes ou alors par des méthodes pour éviter la souffrance. Et c'est ça qui cause avec à terme, neurologiquement, une baisse de résilience émotionnelle. Donc ces gens-là vont en fait éprouver des émotions beaucoup plus intenses qu'une personne normale parce qu'ils ont l'habitude en fait de céder à ces moyens C'est ça. de plaisir court terme ou de soulagement Ça court me terme parle beaucoup justement. ce que tu dis parce que, oui, alors cette idée de court terme, alors d'abord ça me parle d'abord parce que, moi-même je suis alors je pense j'ai été diagnostiqué TDA, donc ça doit être quelque chose aussi auquel Ouais, tu es confronté. OK. Alors Ouais, souvent. l'hyperactivité est pas forcément motrice chez moi, mais plus, même si j'aime bien le sport, hein, mais voilà, je Ouais, suis pas mon hyperactivité est peut-être plutôt cérébrale, on va dire, ce qui me provoque parfois des d'accord. migraines, hein, d'ailleurs. Parce que les migraines, on sait Mmh. aujourd'hui que c'est un Bien cerveau qui sûr. n'arrive pas à se reposer et c'est parfois un peu handicapant. Mais en tout cas, ouais, en tant que TDA, je sais que je suis très addict alors aujourd'hui, il y a toute une théorie sur la dopamine, hein. Je sais pas si elle est complètement démontrée Ouais. scientifiquement. Bon, on sait que la dopamine, ça existe, ça c'est scientifique, hein. Mais est-ce que le TDA, c'est lié, Mmh. à ce facteur-là? C'est une hypothèse possible. En tout cas, c'est une hypothèse que je trouve intéressante. En tout cas, c'est un facteur qui permet d'expliquer peut-être. Et je sais que, par exemple, moi, je suis très addict à la dopamine dans ce que je fais. Par exemple, quand je vais travailler sur un auteur, au début, je vais découvrir de nouvelles idées et ça va Mmh. m'exciter, complètement et puis après, au bout d'un moment, quand j'ai fait le tour, bon, je me lasse, en fait. Je me lasse au Ouais. bout d'un moment. Alors parfois Ouais, tu te lasses rapidement. voilà alors quand on a 17, 18 ans, 19 ans, on se lasse moins, moi je me lassais moins vite parce qu'il me restait énormément de choses je dis pas il me reste, plus on avance, plus il reste des choses à découvrir, mais on est plus facilement Mmh. impressionné par la pensée d'un auteur. Je me rappelle quand j'ai découvert la pensée Mmh. sartréenne par exemple, dans la vingtaine, j'avais besoin de tout lire et voilà. Alors qu'aujourd'hui, Ouais. un auteur a plus de mal à c'est plus difficile pour moi, forcément, d'être impressionné, mais ça Ouais. arrive, hein, heureusement. Mais voilà, du coup, je suis addict un peu à cette excitation-là. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai jamais terminé ma thèse de doctorat, malheureusement, parce qu'au bout d'un moment Je sais que les TDA ont un symptôme qu'ils ont du mal à finir leurs tâches. exactement. C'est un des trucs qui revient souvent Exactement, chez les TDA. exactement. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est pour ça que YouTube m'a beaucoup aidé, moi. C'est parce que quand je me suis lancé sur YouTube il y a 5 Ouais. ans, hem, il y a 6 ans maintenant, et ben,
c'est pas mal parce qu'en fait, tu fais une vidéo et en fait, c'est une solution que j'ai vue après dans Mmh. des manuels et cetera. C'est-à-dire tu compartimentes les tâches, en fait et tes recherches C'est et ça, donc ouais. moi, ça, c'était vraiment génial pour moi parce que je me disais: «Bon, je vais passer 2-3 jours de travail, je vais écrire une vidéo». Sur YouTube, c'était quand même, parfois, ouais, Mmh. plusieurs jours de travail, hein. C'est pas comme sur TikTok où c'est des vidéos plus courtes. Mais et du coup, ça Ouais. m'a permis comme ça de travailler certains sujets. Je sais pas, une vidéo «Mbappé mérite-t-il son salaire?», une vidéo «Pourquoi sommes-nous complotistes?», une vidéo, sur l'amour et puis à la fin, c'est ce Ouais. qui m'a permis aujourd'hui, par exemple, de pouvoir écrire un livre parce qu'il y a 8 chapitres qui reprennent en fait 8 questions que Du je me coup, suis chaque ouais, posées ouais. sur YouTube. Alors évidemment, l'avantage du livre, c'est que c'est beaucoup plus développé que dans Mmh. une vidéo. J'ai le temps vraiment de me poser, Ouais. de poser les choses de manière beaucoup plus, rigoureuse. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui permet de s'en sortir, je crois. C'est un vraiment, il y a un tips qui En permet particulier. de c'est un game Ouais. changer comme on dit, et de quand on est TDA comme moi, addict à la dopamine, bah, vas-y, prends un sujet, heu et si au Ouais. bout de 2-3 jours, tu en as marre, tu passes à un autre. Mais au final, à la fin, tu as quand même quelque chose. Mmh. Mmh. Je sais qu'il y a bah, ça parlera beaucoup de d'auditeurs, hein, parce qu'en général, TDA et anxiété, ça fait un peu de pair, tu vois? Après moi, tu vois, pour mon avis sur le TDA, il y a toujours je vois toujours 2 facteurs moi et tu me diras toi ce que tu en penses dans ton cas. C'est que pour moi, il y a le facteur génétique, donc clairement des gens qui sont plus favorisés au TDA que Mmh. d'autres. Mais il y a aussi le facteur comportemental et pour moi, il y a clairement certaines activités qui vont créer une carence en dopamine de manière Oui, régulière, qui vont du coup causer qui vont causer des conséquences et des effets secondaires, même pas secondaires, juste des conséquences classiques qui se ressemblent beaucoup à ce que pourrait ressentir quelqu'un avec un c'est TDA, très en fait. juste, ouais. Et en général, c'est des mécanismes nécessaires, mais notamment tout ce qui va être lié à la gratification instantanée. Donc tout ce qui va être le grand coupable, de toute façon, c'est le téléphone, le scrolling Oui, ça, c'est compulsif. terrible. Je sais que C'est terrible ça. je sais qu'il y a des gens qui sont persuadés d'avoir un TDA, alors qu'en fait, ils sont juste complètement addicts au scrolling Ouais. compulsif. Le scrolling, hein, il y a rien, c'est littéralement un généré pour être une pompe à dopamine Ça, et donc je sais que c'est 2 aspects donc c'est je dirais, c'est même pas une drogue douce, c'est une ah ouais, drogue dure, hein. ah Ouais ouais, ah ouais, et ça ouais, peut ouais, être tout ouais et aussi c'est nocif. le CCR le plus répandu C'est terrible. et surtout que c'est tu l'ampleur de l'épidémie. D'accord. Toi, Tout le tu as monde des est conseils susceptible à là-dessus, ça. dans certains des de tes formations ou de tes coachings? Moi, mais par rapport au scrolling, tu veux dire ou par Ouais, rapport au par rapport au TDA? scrolling, par exemple, ou à la perte d'attention, ouais. Mmh, pour moi, le scrolling, ça passe par des décisions, très, on va dire pragmato. Tout simplement, supprimer l'application de ton C'est téléphone ça. et la garder sur ton ordinateur. OK, ouais, c'est pas mal. En fait, tu veux créer un environnement qui va favoriser, en fait, ton succès, tu C'est vois? ça. Parce que il J'ai faut fait ça pour le quand jeu tu veux être d'échecs. en termes de santé Pour le jeu mentale d'échecs, je l'ai enlevé du ah ouais? téléphone et je l'ai laissé sur l'ordi. J'ai même supprimé mon compte, mais j'ai laissé sur l'ordi, on va dire et bon, c'est moins justement, c'est moins excitant parce que j'ai pas l'élo, je joue contre un adversaire random Ouais. et donc j'ai même supprimé le compte. Parce que tu étais addict aux jeux d'échecs à un Ouais, moment? ouais, j'étais addict, ouais. Sans être toutefois très bon, hein. Mais Ouais, en plus, ouais. c'est hyper frustrant parce que pour s'améliorer aux échecs, il suffit pas de jouer tous les jours plusieurs heures, hein. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais, Mais ouais. mais ça, mon ami Julien Donc tu avais essayé cette technique-là et ouais, tu avais essayé cette technique-là de supprimer ouais, et tu trouvais c'est que pas ça mal. ça t'avait aidé? C'est pas mal, ouais. Ouais. En fait, ça en refait un plaisir plutôt qu'une compulsion. C'est ça l'idée, C'est tu ça. vois? C'est que même si c'est Instagram ou TikTok ou quoi, tu veux pas supprimer ça de ta vie. Ça c'est quand même un super outil TikTok ou Instagram et tout ça et même il y en a qui utilisent ça pour parler avec leurs amis, tu vois? Exact. Et pareil, si tu as un jeu que tu aimes bien comme les échecs, c'est un plaisir, faut garder des Faut plaisirs garder dans le la vie, tu plaisir, vois? ouais. Pour moi, il faut supprimer le côté compulsif. Il faut Exact. supprimer ce côté-là où en fait, tu te rends même pas compte, mais dès que tu vas vivre ta vie et que tu as un petit stress qui apparaît, donc ça peut être tout, hein, ça peut être une angoisse vraiment angoissée, mais ça peut être aussi un stress parce Mmh. que tu es en train de travailler, tu as la flemme, tu vois? Donc Exact. tu devais être peut-être en train d'écrire une vidéo, tu as la flemme d'écrire Ça. le nouveau paragraphe et du coup, bam, sans t'en rendre compte, tu prends ton téléphone et tu commences à justement te nourrir cette dopamine et donc ouais, le conseil est clair et cruellement simple,
C'est tu supprimes ton téléphone et Ouais, tu utilises ça sur ton ordi pour regarder ça comme plaisir. c'est ça. Et du coup, tu te fais des vraies sessions scrolling ou des vraies sessions échecs, comme tu C'est veux, tu ça, vois? ouais. Pour moi, c'est un gros truc et pour moi, si vous pensez être TDA ou alors que vous êtes vraiment TDA et que vous voulez une nette amélioration, heu, c'est un conseil tout bête mais tellement puissant, libérez-vous du scrolling compulsif et vous verrez pour moi, se libérer du scrolling compulsif, Lev, Mmh, c'est comme si tu recoloriais le monde, en fait. exact. Parce que tu draines tellement ta dopamine avec le scrolling C'est ça, compulsif que, bah, qu'est-ce qui se passe en conséquence? C'est que les activités qui créent moins de dopamine t'intéressent beaucoup moins. Tu exact. vas te lasser beaucoup plus vite, tu vas être même moins intéressé, tu vas n pas être intéressé par des choses plus simples et c'est ça qui est vraiment détrimentaire en termes de santé mentale parce que du coup, tu réduis en fait le nombre de sources de plaisir dans ta vie, tu vois? Et donc, bah, clairement, le meilleur conseil que je peux donner, si vous voulez pas repartir avec ce si vous voulez repartir de ce podcast avec un conseil, Mmh, c'est faites ça, supprimez l'appli de scrolling et allez sur l'ordi c'est ça. et vous verrez la Et différence. d'un point de vue philosophique, ce que Donc tu dis sur le fait de différer le plaisir, je trouve ça intéressant parce que c'est ce que dit par exemple, le psychanalyste Freud, le père de la psychanalyse, et il dit finalement que tout ce qui se fait, d'intéressant dans la culture, dans la civilisation, c'est toujours un plaisir différé en fait, un plaisir alors lui il parle de sublimation ouais. aussi. C'est-à-dire que, il y a le plaisir immédiat de la pulsion de violence, la pulsion sexuelle, et puis en fait, ce qu'il y a de plus intéressant, se rend compte Freud, c'est quand la pulsion est sublimée, c'est-à-dire elle n'est pas immédiatement consommée, mais elle est différée. On peut dire par exemple que l'amour est une sublimation du sexe. Alors ça ne veut pas dire que, il faut forcément avoir des relations Ouais. longues ou pas, hein. Je veux dire, on peut res ou en tout cas une relation même l'érotisme d'une certaine manière est aussi, une manière de vivre Mmh. la sexualité de manière non bestiale, de manière non, immédiate, hein. Mmh. Même si c'est pas forcément une relation amoureuse. Mais c'est-à-dire que en fait, tout devient de plus en tout part de nos pulsions. C'est ça que pense Freud, hein. Tout part de Ouais. notre pulsion de violence, pulsion sexuelle, que ce soit pour faire des œuvres d'art ou pour avoir une relation amoureuse ou pour, heu, dans quel que soit le domaine. Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours Tu penses pas, ouais? tu penses pas que dans ces pulsions, pour moi, il y a une pulsion qui agit notamment dans les troubles d'anxiété, c'est tout simplement la pulsion de ne pas ressentir de la souffrance. Je sais que tous, mes clients, les gens qui ont un trouble anxieux et qui sont en train de guérir, doivent se battre quotidiennement contre une compulsion qui ressentent une PES, donc une pensée, émotion ou sensation qui est inconfortable et ils ont cette pulsion immédiate de vouloir la soulager. Est-ce que c'est quelque chose que Freud discute, dont il en parle de Ah ça? ouais, c'est Cette pulsion de intéressant, ne pas ouais, vouloir ouais, souffrir? ouais. C'est alors ça, il en parle dans Au-delà du principe de plaisir. C'est-à-dire que finalement, Mmh. il montre que, le but finalement, on ressent une certaine excitation et on cherche ça rejoint un peu ce qu'on Ouais. disait sur l'ataraxie. Et on cherche à faire disparaître l'excitation. Donc, par exemple, l'excitation sexuelle, on va la faire Mmh. disparaître dans l'orgasme. Mais c'est-à-dire que ce qu'on recherche au final, D'accord, c'est OK. la fin de l'excitation. Donc c'est pour ça d'ailleurs que Freud nous dit Ah, c'est ouais, intéressant c'est ça. très intéressant parce que, donc le plaisir vise la fin de son c'est ce qu'il appelle le principe de plaisir. Mais parfois, d'une certaine manière, c'est pour ça que la pulsion de mort, ce qu'il appelle lui la pulsion de mort, elle vient jouer un jeu ici aussi, jouer un rôle, dans le sens où finalement, bah, la plus grande ataraxie, le plus grand calme plat, c'est la mort. Mmh. Donc finalement, d'une certaine manière, il Ouais. y a quelque chose en nous qui vise aussi la mort et d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais cette expression en français, mais l'orgasme, on appelle ça la petite mort. Et donc, il y Ouais. a quelque Ça, chose je savais, donc ouais. c'est pour ça que Freud, il dit, il y a certains endroits où il dit qu'il y a les pulsions de vie et les pulsions de mort qui s'opposent, mais parfois il montre aussi qu'elles se rejoignent. Mmh. C'est-à-dire que, bah, finalement, la pulsion de mort, ça peut être aussi l'arrêt de toute forme d'excitation et c'est ça la critique que je pourrais avoir sur, la philosophie bouddhiste ou sur Épicure ou toutes ces philosophies finalement qui visent le calme plat, l'ataraxie, hein. On voit l'image, c'est le moine Mmh. bouddhiste qui a renoncé à tout, qui a renoncé à toutes les formes d'excitation parce qu'il Ouais. a compris que le désir, comme tu dis, est une forme d'anxiété, que et finalement le désir, c'est toujours un manque, c'est toujours une souffrance et donc Mmh. si on manque de quelque chose, on souffre. Donc qu'est-ce qu'il fait le bouddhiste? Au lieu de dire: «Tu vas satisfaire ton désir», il va dire: «Voilà, non, tu vas éradiquer le désir». Mais ça, pour Freud, d'une certaine manière, ce serait un peu une Ouais. pulsion de mort parce que c'est ce qu'il appelle le principe de nirvana, dans le malaise dans la culture, finalement,
le nirvana, c'est à la fois la mort et le paradis et ce qui nous fait rêver. Donc, Mmh. d'une certaine manière, Ouais. Freud nous dirait, «Attends, c'est normal, accepte l'excitation», hein, c'est le conseil qu'il donnerait si on devait le transformer en Ouais. Ouais. conseil, pour quelqu'un qui est anxieux. Accepte aussi cette part d'excitation et de variabilité qui fait qu'effectivement tu souffres et que tu as de l'anxiété parfois, mais c'est ce qui fait que tu es en vie et finalement, la stabilité Mmh. ultime que tu recherches, celle où il y a plus d'excitation, tout ça, ben, c'est la mort, finalement et voilà, donc il faut accepter. En fait, ça, c'est un truc que moi j'ai dû c'est un truc que moi j'ai dû, et ça il y a 2 tu m'as réveillé un peu 2 points, par rapport à ce que tu viens de dire. Quand moi j'étais anxieux, j'avais beaucoup, beaucoup du tout de crises existentielles sur, le sens de la vie et OK, cetera. Et en fait, moi justement, ma réponse à ça, à la crise de existentielle, c'est quoi le but de la vie et toutes ces questions très profondes, c'est qu'en fait, tu auras la réponse à cette question par la souffrance. Et par, pas seulement la souffrance, mais en surmontant cette souffrance, mmh, mais qu'une fois que tu as surmonté cette souffrance, communiquer aux gens qui viennent après comment s'en défaire. Et que pour moi, c'est tout simplement le but de la vie, c'est vivre la vie, alors avoir là des obstacles. ouais, Et une fois que tu as franchi un obstacle, tu les autres derrière à le rencontrer. Et du coup, ouais, par rapport à ce que tu viens de dire sur les désirs de la mort et tout ça, j'ai vu très récemment, parce que je suis en train de préparer une formation, ma dernière formation qui est sur la fin de la guérison. Et quand tu guéris l'anxiété, il y a un truc que tu dois remettre en place dans ta vie, c'est les passions, mmh, c'est les hobbies. Vivre une vie où tu as des activités qui sont par pur plaisir, d'accord? mmh, Et j'ai fait une recherche assez profonde sur la passion et j'étais assez surpris de me rappeler et de revoir qu'en fait le mot passion vient du latin ou le grec, non, je pense que c'est le grec patior, tu vas peut-être me corriger, qui veut dire éprouver et latin, souffrir. je dirais En plutôt, ouais. fait, la passion, c'est c'est latin, ouais, Ouais, patior de latin et en gros, ça veut dire souffrir, éprouver, donc ça vient forcément exact, ouais. notamment de l'histoire de Jésus et tout ça, mais donc il y a la passion dans le sens l'amour, donc l'amour passionnel et tout ça, qui ça fait sens que en effet l'amour c'est les hauts et des bas très intenses par rapport à des relations amoureuses, mais quand tu prends une passion, par exemple, juste la passion de, je sais pas, la passion du cheval ou la passion de la peinture. Quand j'ai regardé en fait dans ma vie les choses qui me passionnaient, tu vois? J'ai remarqué qu'en fait c'était juste des souffrances qui me procuraient un dont les surmonter me procurait un Ouais, plaisir. Donc tu prends par exemple, je sais pas, la forme la plus, basique du ludisme, un jeu vidéo par exemple. Si tu regardes un jeu vidéo, littéralement il est construit pour te faire souffrir, exact. tu vois? Donc on va créer un jeu Ouais, ouais, et on va mettre des ennemis de plus en plus forts contre toi qui vont tout faire pour t'empêcher de ouais, réaliser ce que tu veux faire. Et en fait, ce qui rend un jeu intéressant et ludique, c'est ce qu'on appelle le gameplay, où en gros, on va rendre satisfaisant la façon dont tu vas surmonter ton problème. exact. D'accord? Et en fait, je me suis rendu compte que quand tu veux remettre en place des hobbies dans ta vie, donc si vous nous écoutez, vous êtes en fin de guérison et que c'est à ce stade que vous êtes, vous devez remettre des hobbies dans votre vie, il faut comprendre que dans toute passion, dans tout plaisir de la vie, il y a toujours une part de souffrance. Par exemple, si tu veux apprendre jouer à un jeu vidéo, tu auras toujours une partie tutoriel au début, il faudra que tu apprennes les mécaniques du jeu et tu vas perdre en boucle et ça va pas être Mmh, agréable. Si tu fais de la peinture, moi je fais beaucoup de peinture, au début tu galères, c'est difficile de peindre, tu arrives pas à avoir le rendu que tu veux, et cetera. Toute passion passe par une phase de souffrance et justement tout plaisir aussi. Et les gens qui sont anxieux ont du mal justement mmh. avec les émotions négatives et c'est ça qui les empêche de poursuivent des activités qui ensuite les remplissent de plaisir. Parce que quand tu as une passion, donc toi tu me parleras de ta passion pour la philosophie, mais dis-moi si je me trompe, parce que là, tu trouves que justement ta passion pour la philosophie rend ta vie plaisante. Est-ce que tu dirais ça ou pas? Ouais, alors ça rejoint, alors bon, là, déjà, tu me tends une perche, avec, «Ma vie a-t-elle un sens?» avec le premier chapitre du livre dont on va parler, voilà, sur la question du sens Ouais. de la vie. Et alors, je vais commencer, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Effectivement, cette question-là d'une certaine forme d'adversité, Mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de véritable bonheur sans une certaine forme d'adversité. On doit se confronter à quelque chose, d'extérieur qui nous c'est ce que Hegel, en philosophie, appelle la dialectique. Hein, la dialectique, c'est quoi? Mmh. C'est, Ah bien sûr. d'abord une thèse naïve, ensuite on rencontre une adversité, une sorte d'antithèse et puis ça nous permet de dépasser pour aller vers pour vraiment, devenir soi-même, Mmh. devenir, comme on dit aujourd'hui, une meilleure version de soi-même, hein, même si l'expression je l'aime pas tellement, Ouais, mais c'est ça. c'est voilà, c'est l'expression consacrée aujourd'hui. Très Voilà, caricatural très maintenant. caricatural
Mais d'une certaine manière, c'est ce que Hegel avait déjà dit, au 19e siècle, c'est-à-dire qu'il faut se confronter à une adversité pour devenir vraiment soi-même, pour s'accomplir. Comme tu dis, dans un jeu c'est vrai dans un jeu vidéo, c'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai dans la pensée, c'est vrai dans le domaine de la pensée. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui aurait, je sais pas, hein, qui naîtrait, je sais pas, dans un contexte, il a toujours vécu avec des idées de droite, depuis tout petit au biberon ou toujours vécu avec des Ouais. idées de gauche et puis qu'il va ne faire que répéter finalement ce qu'il a entendu, bah, sa pensée, elle va être pauvre. Parce qu'il se confronte pas à une adversité, Mmh. il y a pas de dialectique et c'est ça que je trouve passionnant dans la philosophie. C'est que tu m'as demandé, voilà, mon rapport à la philosophie, ben, c'est justement ça, c'est-à-dire cette idée qu'à un moment, tu vas découvrir une idée qui va t'arracher complètement à ce que tu pensais et moi, je trouve une Ouais. excitation là-dedans, justement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, que ça effraie, hein. Ouais. Je connais énormément de gens autour de moi, Ouais. quand tu leur soumets une idée à laquelle ils sont pas habitués, par exemple, tu prends des personnes qui ont grandi dans un environnement croyant. Oui, je sais pas, ils ont une Mmh. croyance, dans le judaïsme, dans l'islam, dans le christianisme. Ils pensent que, je sais pas, la Torah ou le Coran, c'est un livre sacré et puis quand tu commences à réfléchir avec eux, en te posant la question de savoir est-ce que c'est pas des humains qui ont écrit ces textes ou des choses comme ça, ben ça les angoisse, ça les rend, comme tu dis, anxieux, pour rejoindre le Énormément, ouais. thème de ce podcast et alors que la philosophie, c'est au contraire essayer d'avoir le courage de se dire: «Bah non, on va prendre le courage de penser librement». Et on va s'arracher à ce qu'on pensait déjà. On ne va plus être complice avec la les normes dans lesquelles on a grandi. Tu vois? Je dis Mmh. parfois la philosophie, c'est ne plus être complice avec la normalité du monde, avec ce que Platon appelait Mmh. la doxa, les opinions préconçues. Platon, par exemple, c'est quelqu'un qui arrive on est en pleine Antiquité, 5e siècle avant l'ère chrétienne et il arrive à remettre en question les des choses qui étaient ancrées dans la pensée. Par exemple, le polythéisme, Zeus, Poséidon, aujourd'hui, plus personne n'y croit. Donc on n'est Mmh. pas très malin, nous, de ne plus y croire, tu vois? Mais à l'époque, tout le monde y croyait. Tout Ouais. le monde pensait que s'il y a une tempête dans l'océan, Ouais. c'est Poséidon, il faut lui faire un sacrifice, parfois même des sacrifices humains et tout ça. Et tu as un mec qui débarque, qui s'appelle Socrate. Mmh. Et qui tout d'un coup commence à remettre tout ça en question. Socrate, il va finir par en mourir. Il va finir par être condamné à mort par la société parce que c'est trop dangereux d'avoir quelqu'un dans tu vois, on perçoit ça comme un danger, quelqu'un qui vient mettre, une adversité. Mais Mmh. quand on est philosophe, donc il remet en question les dieux de la ci on le condamne, hein, un des chefs d'accusation, c'est qu'il a remis en question, les dieux de la cité. Donc on l'accuse de corrompre la jeunesse. Mmh. Et donc, il faut, je crois, avoir un certain le bonheur philosophique passe par un certain courage, effectivement, celui d'avoir, de se confronter, dans cette dialectique à une adversité. C'est vrai dans la pensée, mais c'est vrai aussi dans l'existence. C'est-à-dire, moi, je suis passé par une période de grande angoisse, d'anxiété, j'ai pas toujours fait de la philosophie. J'ai commencé Mmh. par faire, de l'expertise comptable. Donc tu vois tout ce que le TDA ne doit pas faire. Tu Tu parlais avant m'étonnes. des facteurs comportementaux, voilà, tout ce que le TDA va détester. Ouais. Mais je suis allé dans l'opposé. Bon, Tu devais être misérable. c'était pour des raisons ouais, c'était terrible. C'était pour des raisons pragmatiques où je me disais: «Bah tiens, voilà, tu as besoin d'avoir un métier», un peu ce que te dit la société, tu vois? Dans la société, on te dit: «Bah, il faut que tu te ranges à un moment, arrête de te poser des questions, Ouais. voilà, c'est pas ça qui va te nourrir, tes questions sur le sens de la vie, voilà. Bah, aujourd'hui, c'est un pied de nez Mmh. parce que voilà, j'arrive à vivre de ça, mais Ouais. mais en tout cas, oui, à 24 ans, j'ai une énorme crise existentielle. J'ai quelqu'un de très proche de moi qui a été confronté à la mort de manière, tragique. Il en est pas mort, Ouais. mais on va dire qu'il l'a frôlé. Et moi, par procuration, j'ai Ouais. vécu ça et tu vois, encore une fois, la mort, ça nous angoisse, mais moi, ça a eu un effet extrêmement bénéfique au final. Parce que cette angoisse de la mort, je me suis dit: «Ben, attends, tu vois la mort en face, pour moi, cette personne-là, c'était comme moi-même. Donc je vois cette personne-là Mmh. qui va peut-être y passer et je me dis: "Mais en fait, c'est toi, là, qui va y passer"». Et donc la conscience de la mort, c'est très heideggerien ça d'ailleurs, hein, cette idée que la mort peut nous rendre plus authentiques dans notre vie. C'est le philosophe Heidegger qui avait développé ça. C'est-à-dire qu'il faut, l'être humain, c'est justement l'être qui devance la mort, qui devance la mort au sens où Ouais. qu'il l'anticipe et le fait de l'anticiper, ça lui permet finalement d'avoir un chemin plus original, plus singulier et à 24 ans, je délaisse l'expertise comptable et je pars vers la philosophie, Ouais. et je me dis: «Ben, allez, il me reste 1 an à vivre».
Parce que tu t'es dit, en fait, la confrontation que tu as Voilà. eue avec la mort, c'est que tu t'es dit: «Vas-y, Vas-y, de toute ça façon, t'a il fait me un reste je me suis dit: électrochoc, «Il me quoi». reste Tu t'es allez, il me dit, reste 1 an à vivre». J'étais pas malade, j'avais rien. Je me suis dit: «Il me reste 1 an à vivre, qu'est-ce que tu ferais pendant une année?» Et je me suis dit: «Mais de quoi tu as toujours rêvé?» Bah, c'est de faire de la philo. Je me suis inscrit à la fac en première année de philo, alors que c'est l'âge où normalement je devais terminer mes études. Bah, je reprends tout à zéro, et là, je fais une année et comme je suis pas mort à la fin de l'année, ben, j'ai continué. Voilà. Est-ce que tu étais hypocondriaque ou c'était juste une hypothèse que tu t'es C'est dit, une hypothèse. En «Je fait, mourrai dans un c'était an»? lié à cette expérience que j'avais fait par ce pas par hypocondrie. Alors, je suis un peu hypocondriaque aussi, mais pas de manière aussi sévère que ça. Mmh. J'ai jamais pensé que j'allais mourir, mais je me suis dit, quand tu sais, quand tu vois la mort en face, que ce soit toi dans ton vécu ou par l'intermédiaire de quelqu'un par procuration, Mmh. tu ne peux plus faire comme si de rien n'était. En fait, je ne pouvais plus vivre ma vie C'est ça. banale, expert comptable, alors voilà, j'allais reprendre un cabinet d'expertise comptable, machin, peut-être bien gagner ma vie, hein. Mais, pour moi, c'était tellement, triste finalement. Alors il y a des gens qui sont, s'il y a des gens Bah, dénué de sens, qui quoi, travaillent dans la comptabilité, qui nous écoutent, peut-être qu'il y en a qui sont très heureux là-dedans, hein. Mais moi, dans mon profil, justement, ou où pas. j'ai besoin d'excitation, où j'ai besoin, d'une excitation intellectuelle notamment, hein. Il y a certains, ça va être une excitation dans le sport, d'autres ça va être une excitation dans l'art. Moi c'est au niveau de la du raisonnement, de l'intellect que j'ai besoin de ça, de manière vitale. Ben, j'étais dévitalisé, dans la comptabilité et le fait de justement me dire: «Ah, bah, de me confronter à la mort et de me dire: "Bah, voilà, heu, par répercussion sur moi, imaginons que moi je sois à sa place maintenant. Ouais, voilà, il me reste 1 an à vivre, Mmh. il me reste 6 mois. Bah, qu'est-ce que tu ferais?» Et là, cette question-là, je pense qu'elle est essentielle. C'est pour ça que ça rejoint ce que tu dis sur la question de la mort et de l'anxiété, du danger. Je veux dire, sans la mort dans les jeux vidéo, il y a pas d'excitation, il y a pas de plaisir. Imagine que, tu ne meurs jamais, C'est ça. imagine tu as un cheat code, tu un cheat Ah bah, ouais, on code, a tous testé ça. Tu fais un cheat code dans un jeu vidéo où tu peux tu peux mourir, tu as pas mourir, envie c'est d'y jouer. fini. Il y a plus, je veux dire, c'est pour ça qu'on aime les films d'horreur, c'est parce qu'il y a de la mort. C'est pour ça qu'on aime, le piment, c'est parce que ça pique. Il y a quelque chose, Mmh. on aime ça parce que ça nous rend vivants. Ça nous rend vivants. Là, je viens de Mais terminer, c'est fou ce que tu me dis la ça série parce de que, Goldberg, c'est ça aussi qui nous excite dans cette série, You, la série You. ah oui, Ouais, alors lui, c'est de elle manière, est ouais, n'allons pas jusqu'à cet extrême, mais Joe Goldberg, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui tire à l'extrême cette idée et voilà, il a besoin de cette excitation, du meurtre et cetera. Alors évidemment, nous, il vaut mieux sublimer ouais, tout ça que le réaliser, mais il vaut autrement. mieux que ce soit dans les jeux vidéo que dans la vraie vie et ou dans des œuvres d'art ou dans l'intellect, Ouais, hein, mais ouais. ouais. Mais est-ce que c'est fou ce que tu me dis parce que mon histoire, elle est très Ah ouais? similaire, Lève. Moi, c'est aussi un truc comme ça. En fait, moi, mon trouble anxieux s'est déclaré suite à mon meilleur pote qui a failli mourir à côté de moi, en Waouh! plus. Donc, il a fait une crise d'épilepsie, il a fallu avaler sa langue et tout ça. Je me suis réveillé au dernier moment pour, l'empêcher de faire ça. Donc grosse expérience, lui, il s'est réveillé, il avait aucun souvenir, tu vois? Mais moi, ça m'a profondément marqué et c'est 2 semaines après, j'ai fait ma première crise d'angoisse. Et donc pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont eu un trouble anxieux qui s'est déclaré face à une expérience proche de la mort, donc soit vous, soit un proche à vous qui est mort ou qui a évité la mort. C'est c'est vraiment comme ça qu'il faut l'interpréter parce que clairement, Lev et moi, on a la même histoire. C'est que moi aussi, comme toi, ça m'a fait un électrochoc. Et du jour au lendemain, moi, je devais devenir ingénieur. Je finissais mes études, j'étais en avant-dernière année d'études et je commence à voir ma vie en tant qu'ingénieur dans un open space, à juste coder des lignes pour une boîte pour qu'elle fasse de l'argent, pour que ma boîte se fasse de l'argent, pour que moi, elle me fasse de l'argent. Et donc, j'ai vécu cette crise existentielle, mais pour moi, je devais la vivre. C'était nécessaire de la vivre, cette crise existentielle. Et du coup, il y a ce truc-là de oui, comment je fais pour ne plus avoir ces crises existentielles, et cetera. Et bah, parfois, si tu es en crise existentielle, c'est que tu as toutes les raisons de l'être, en C'est fait. ça. Si ta vie est dénuée de sens et que tu es pas heureux dans la vie que tu as, mais arrête de prendre ta crise existentielle comme un symptôme que Exact, tu dois masquer. exact, c'est ça le problème Des et c'est fois, ça que il j'explique faut dans que tu mon livre changes de vie. aussi. Dans ma vie a-t-elle un sens? Justement, c'est cette idée que la plupart du temps, on nous exhorte à croire que notre anxiété, nos angoisses de sens et cetera, sont u quelque chose de maladif, alors que pas du tout. C'est ce qui prouve qu'on est dans une très Exactement. bonne santé mentale et ce qui fait qu'on va essayer de vivre une vie singulière. Arthur, il y a la radio qui essaye de m'appeler.
tu peux te mettre un Ouais. repère si tu veux pour couper à ce moment-là. Je les Ouais, appelle juste pour t'inquiète. leur dire que je On est, termine. Je leur demande combien de temps il nous reste, OK? ça marche. Ça marche, à tout À de tout de suite. suite. Radio JDK Strasbourg, bonjour. Oui, bonjour, Lev Frankel, vous m'avez appelé parce que je crois que j'ai une émission enregistrée. Oui, 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 tout à fait. Je Alors, cherchais un j'ai juste une ouais, question. ouais, C'est Solange, c'est ça? Chouchana. D'accord. Et est-ce que, je suis en train d'enregistrer un podcast avec quelqu'un, est-ce que par hasard on peut décaler un petit peu ou est-ce qu'on aura un petit peu de marge? Ou pas? Je vous laisse voir avec Solange. Je peux D'accord, rapidement vous mettre parce que moi je suis que le technicien donc d'accord, je vois avec elle. je vous mets en ligne avec Merci beaucoup. Solange et je vous laisse voir. Oui, Bonjour Solange, oui, Lev Frankel. oui, oui, moi aussi. Ouais. Ravie de parler avec Ben, vous. moi aussi et j'ai juste un petit souci, mais on va le régler. C'est Ouais. que je suis en train d'enregistrer, un podcast avec quelqu'un et en fait, je pensais que j'avais le temps de mais je i est-ce que c'est possible de décaler un tout petit peu? Moi je demande au technicien si D'accord. c'est possible. Comme ça, Ouais, c'est bon? Arthur? Arthur, tu m'entends? Ouais, Ouais. Tu penses Oui, qu'on aurait combien de ouais, temps encore? Tu voulais faire 1 heure? bah, on peut conclure ça en 10-15 minutes D'accord. comme tu veux. À toi de 30 voir. à 40 minutes Ah! et On peut faire dans 30 minutes? on peut faire à peu près dans 20 minutes Dans 20 parce que moi minutes. je voilà. Dans 20 minutes, c'est D'accord, parfait. C'est nickel. très bien. Merci beaucoup. Parfait, super, comme ça je termine. Désolé, hein, Solange. Non, aucun problème, OK, c'était avec plaisir. donc 20 Au revoir. minutes à partir de maintenant, donc 15h20 à peu près, voilà. Bon, voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Voilà, Ah, bah, super, hein, super, 20 on a minutes, j'ai 20 même eu le minutes, temps génial. de conclure, c'est très C'était bien. pas du direct, ouf, j'ai eu peur. Hein. Voilà, voilà, mais je m'en doutais. Heu, Ouais. voilà, tu en ce moment, j'ai pas tu dois me trouver complètement, dans l'impro, mais mais voilà, en ce moment, Bah, en fait, j'imagine, tu j'en les enchaîne petits tous les sorts, tu jours en plein de ce moment, trucs, donc voilà. qu'on te prévoit. Ouais, Ouais, je comprends. voilà. On va pouvoir Non, mais là, reprendre en si 20 tu minutes, veux on a où le tu temps en de étais. je te ouais, je te revois pas par contre, Ah oui, tu es alors sur, attends, sur je WhatsApp. reprends. Vidéo en pause. Vidéo en pause. Heu, le micro d'Arthur est coupé. Attends, comment ça se fait, quoi? Normalement, c'est le petit logo caméra. Faut que tu ailles sur l'appli, tu as un petit logo caméra. Ouais, alors attends, et je coupe et je te rappelle sur WhatsApp? Ça marche, on fait ça. On fait ça. Je pense qu'il y a eu un couac. Voilà, Hop, voilà. je Donc là, mute. je dois Pense à muter aussi. muter. Voilà, c'est muté normalement. Nickel. C'est bon? Super. Bah, vas-y, on peut reprendre, Top, nickel. super. Et donc je disais, oui, et donc, bah, ouais, histoire très similaire pour te dire, un gros électrochoc, je m'en ressentais cette impression de vide, existentiel qui m'attendait. Je suis encore en train de faire mes études, heureusement, ça arrivait tôt dans ma vie, mais c'est là où s'est déclenché mon trouble anxieux avec, toutes les crises d'angoisse et tout ce qui va avec. Mais quand je regarde ça en arrière, aussi intense et difficile soit un trouble anxieux à vivre, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée d'avoir été confronté à cette expérience qui m'a rappeler que, bah, un vrai individu qui est 100 heureux, c'est quelqu'un qui a du sens dans la vie. Ça, c'est peut-être, une dogme que j'ai. Il y en a qui peuvent, avoir des arguments contre le contraire, mais pour moi, il y a une notion de sens qui est importante dans la vie et ça je voyais qu'il allait me manquer dans ma vie et donc le fait de vivre cette expérience, hem, d'en guérir grâce à des personnes, qui l'avaient vécu aussi avant, ça m'a clairement inspiré à faire la même chose Mmh. et puis c'est une fois que j'ai réalisé ce, cet objectif-là qu'aujourd'hui je vois mon niveau de vie par rapport à d'autres, amis à moi qui n'ont pas vécu ce que j'ai vécu, mais qui sont aujourd'hui dans un vide existentiel. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui, sont pas très satisfaits, qui font de la réorientation professionnelle ou qui cherchent, une forme d'épanouissement
autre part que par le Mmh. travail parce qu'ils l'ont pas dans leur travail et heu et c'est grâce à cette expérience, et cette confrontation à la mort que je me rends compte. C'est pour ça que beaucoup de gens qui nous écoutent, lèvent ont clairement la peur de la mort. La peur de la mort, Ouais. c'est une des racines à énormément de cas de troubles anxieux et je pense que cette discussion qu'on a eue sur la mort est très importante pour eux parce qu'elle permet de comprendre que c'est le yin et le yang, hein. C'est cette fameuse notion de dialectique, tu Voilà, dit? dialectique, Dialectique? exactement. Cette notion de qu'il y a pas de vie sans mort et tout ça et donc avoir peur de l'un, ça n'a pas de sens et en fait, les gens qui ont peur de la mort n'ont pas peur de la mort en soi. Ils ont peur d'une mauvaise interprétation de la mort, de quelque chose qui pourrait arriver derrière ou d'une réponse existentielle qui ne leur plairait pas Très juste. et plus je trouve que par la philosophie, par cette compétence que tu développes, quand tu fais de la philosophie, c'est pour ça que je vais faire ce podcast avec toi, notamment cette façon de c'est un mot assez simple, la remise en cause, en fait, intellectuelle de croyances que tu avais. Je trouve que ce qui est intéressant avec la philosophie, c'est que ça te force à voir les 2 côtés d'un argument. Pour moi, c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec la philosophie et c'est quelque chose que j'ai gardé, c'est cette capacité à toujours regarder les 2 côtés, argument contre argument, thèse, antithèse. Ne pas juste m'enfermer dans, un des camps, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et développer cette gymnastique de toujours voir l'inverse de l'autre et ben, quand j'ai eu mon trouble anxieux, je me suis rendu compte que j'y croyais plus qu'une j'avais pris cette habitude de croire qu'un côté des Mmh. choses, tu vois? Mon anxiété, elle me dit ça, c'est ça. Mon anxiété, elle me fait croire ça, c'est ça. Et jamais voir les 2 alternatives, tu vois? Et la première étape, donc c'est que le début, hein, mais la première étape pour guérir un trouble anxieux, c'est juste de pas être têtu. Et être têtu, ne pas être capable de remettre en cause ses croyances, aussi profondes soient-elles, c'est le pire défaut que tu peux avoir en tant qu'anxieux. Donc ça, si on vous dit souvent que vous êtes têtu et vous changez pas souvent d'avis et cetera, il faut vous preniez ça au sérieux. Il faut vraiment vous preniez ça au sérieux parce que c'est le pire défaut qui peut le plus vous retenir en arrière en tant qu'anxieux. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait ce podcast avec toi, Alev, c'est que pour moi, la philosophie, c'est un peu un exercice justement. Ça te permet d'apprendre à, à muscler ce muscle dans ton cerveau qui va prendre l'idée qu'il croit, parce qu'il y a toujours une idée qu'on va croire plus que l'autre, mais la confronter avec celle en face et se rendre compte qu'en fait, la ligne entre les 2 est toujours floue, les choses sont jamais certaines et c'est un peu dernier sujet que je voudrais aborder, pour terminer ce podcast, Lev, c'est tout ce qui est notion de certitude. Est-ce que toi, en tant que philosophe, tu, explores cet aspect de la vie où on a souvent cette image de quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Quand on voit un philosophe, un mec qui philosophe, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Il y a ce côté négatif qu'on pourrait imaginer une personne qui réfléchit, qui se perd dans ses pensées et qui part en crise existentielle parce qu'il trouve jamais la Mmh. réponse. Et ça, c'est un truc que moi j'avais comme problème, c'est que j'étais obsédé par la certitude. D'accord? Ouais. Donc quand je vis un débat ou une discussion ou une réflexion mentale un peu philosophique, je voulais absolument trouver une certitude et un truc qui m'a à la fois permis de moins angoisser à cause de ça, mais surtout de trouver des choses vraies, c'est de lâcher cette notion de certitude, d'accepter l'incertitude, les choses, de pas savoir exactement les choses. Est-ce que c'est un sujet auquel tu es confronté toi en tant que philosophe? Cette notion de certitude, de trouver les réponses à 100 ou d'avoir cette marge, laisser cette marge en fait de, bah, on sait pas, c'est l'incertitude et c'est ouvert quoi? Oui, c'est ce que tous les philosophes recherchent, c'est la vérité, à tel point qu'un philosophe comme Descartes, Mmh. par exemple, il va douter de tout, même de sa propre existence et donc Ouais, il y a c'est une sorte ça, de doute méthodique, hein. C'est c'est pas ça. un doute de paranoïaque, c'est pas un doute, complètement fou, mais parce que dans mon livre, d'ailleurs, je parle de la différence entre le complotiste paranoïaque qui recherche aussi du sens et tu vois, Ouais. le complotiste, il va tomber sur une certitude, Mmh. justement. Alors que le philosophe, dans la Mmh, philosophie, d'accord. alors Descartes, il tombe sur une seule certitude, mais qui est quand même assez minimaliste, c'est-à-dire qu'il pense, donc il est. Voilà, je Donc il pense, est le fameux «je pense, donc je ouais. suis». Pourquoi? Parce que et il y a d'autres philosophes qui vont même ça, vont le remettre en question, hein. Et je les expose d'ailleurs dans le livre, Ah hein. ouais? Daniel Dennett, par exemple, un philosophe contemporain qui va remettre en question cette idée cartésienne. Mais Descartes disait, par exemple: «Je pense, donc je doute de tout, même de ma propre existence», un petit peu comme dans le film Matrix, hein. Peut-être que je suis dans la matrice. Peut-être Mmh. qu'après tout, je suis en train de croire que je Ouais, parle à Arthur, mais en fait, c'est une projection ouais. mentale, de la matrice. Donc ça, Descartes, il l'imagine au XVIIe siècle, c'est extraordinaire. Il se fait un film de science-fiction en plein XVIIe et alors il y a plein de procédés pour essayer de penser à ça. Par exemple, il a des rêves, donc voilà, au XVIIe siècle aussi, on a des rêves, donc on sait que le Mmh. cerveau
peut nous donner des projections, nous faire croire qu'on vit des choses alors que c'est faux. Ouais. Et donc, effectivement, dans l'anxiété, il y a effectivement l'anxiété qui peut aller jusqu'à la paranoïa, hein. Mais chez Descartes, c'est quand même un doute méthodique, rationnel, et il arrive à cette certitude que bon, OK, on peut bien me dire que je suis dans une matrice, mais on peut pas me faire douter que je suis en ce moment en train de douter. Donc Ouais, c'est et ça. douter, c'est de la pensée, donc c'est certain que je pense. C'est-à-dire, même si je doute que je doute, je suis Mmh. encore en train de douter. Donc c'est ça que le coup de génie de Descartes, c'est de se dire: «OK, tu peux me faire douter de tout, mais pas que je doute. Parce que même si tu me fais douter que je Ouais. doute». Ça c Tu peux jamais en sortir. Et donc lui, il vit sa vie, Descartes, il est donc c'est cette pensée-là de: «Il y a qu'une certitude» et est-ce que cette certitude prend le Alors dessus sur toutes justement, les autres? alors On a ces alors certitudes alors après et j'ai toutes les autres ne servent à rien ou? moi j'ai tendance à me dire que, finalement chacun a une part de vérité. C'est-à-dire que tous les philosophes se Mmh. contredisent, mais c'est pas pour autant qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. En fait, chacun, parle de quelque chose. On va dire, il y a une opposition entre Sartre qui pense la liberté humaine et Spinoza qui pense que l'homme est déterminé par des causes. Grande opposition dans la Mmh. philosophie. Enfin, avant Sartre, il y a eu Descartes, hein, qui voilà, mais en tout cas, moi, c'est les auteurs que je prends dans mon livre. Mais en fait, on se rend compte que ça s'oppose pas forcément, tout dépend. Je veux dire, Sartre, il parle d'une certaine réalité, que c'est vrai, l'être humain, il a une certaine liberté que n'ont pas, par exemple, certaines machines, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, ou qui sont programmées dans un algorithme et qui ne peuvent pas en sortir. Mmh. La fourmi ouvrière, elle est déterminée dans sa fonction de fourmi ouvrière, la fourmi soldat dans sa fonction de fourmi soldat. Je veux dire, la marge de liberté d'une fourmi, elle est quand même très, très mince. Mmh. Alors que la liberté humaine, elle est beaucoup plus large. C'est-à-dire que je peux devenir, hier j'étais prof de philo, Elle est virtuellement infinie, aujourd'hui je suis tiktoker, créateur de contenu, écrivain, demain peut-être que je vais partir, élever des moutons, en Inde, j'en sais rien. Mais donc on a quand même une liberté assez incroyable et je veux dire, mais Spinoza n'a pas tort non plus de l'autre côté, mais finalement, chacun donne une certaine, en fait, chacun voit une certaine perspective. Dans une perspective métaphysique, par exemple, selon laquelle finalement, toute chose a une cause. Si aujourd'hui je suis sur TikTok ou sur YouTube, ça a une cause. Donc je suis déterminé par des causes. Mmh. Si j'ai été passionné par la philosophie, ça a des causes. C'est peut-être parce que ma mère m'a offert Le Monde de Sophie, quand j'avais 12 ans, ce livre de vulgarisation de philosophie. Voilà, et que ça m'a beaucoup plu et que ça a fait écho avec le questionnement que j'avais. Donc tout a une cause. On ne naît pas de rien. Mais ça reste vrai quand même de dire que, il y a une certaine liberté relative. Il y a peut-être pas une liberté absolue, mais il y a une liberté relative de l'être humain, qui a plus de marge. Si on définit la liberté comme, on va dire, un horizon d'action et de pensée plus large, et ben, on peut dire que l'être humain est plus libre que n'importe quelle autre créature sur terre. Donc ça ne se contredit Ouais, pas bien sûr. et finalement chacun, donne une certaine dimension de sa vérité et c'est pour ça que dans mon livre, je peux faire côtoyer la pensée déterministe de Spinoza avec la pensée sartrienne dans la question du sens de la vie, là où ça me parle beaucoup. Donc je crois moi, par exemple, sur cette question de la vérité, effectivement, c'est une question qui m'a beaucoup angoissé, comme c'est la question du sens de la vie d'ailleurs, comme toi. Et la question de la vérité, c'est quand même la question qui traumatise un peu tous les philosophes. Mais je crois que dans la philosophie, justement, tu te confrontes à cette question de manière, encore une fois, courageuse, hors des sentiers battus, où tu ne vas pas avoir une réponse toute faite. La religion te propose une réponse toute faite. La religion, elle te dit: «Voilà, le sens C'est de ta ça. vie, c'est ça. La certitude, c'est ça. La vérité, c'est ça, c'est ce texte révélé» et cetera. La religion te propose ça. Le complotiste te propose ça. Hein, j'ai tout un chapitre dans mon livre sur le complotisme, sur la question de savoir, voilà, parce que le complotiste aussi, c'est quelqu'un qui recherche du sens. Le complotiste, tu sais, là, Mmh. le complotiste, il est traumatisé par l'absurdité du monde. Le monde est absurde. Ouais. Comment ça se fait qu'il y a des guerres? Comment ça se fait qu'il y a comment ça se fait qu'il y a des traumatismes, des catastrophes Ouais, donc il des catastrophes cherche une naturelles? certitude dans ce chaos Il est pour traumatisé. retrouver un Il y a un confort, en tsunami fait. qui arrive. Alors normalement, une personne normale, elle se dit: «Bon, Mmh. pas de chance, c'est absurde, ça me tombe dessus, toute ma famille a été décimée». Mais le complotiste ou le paranoïaque, non. Le paranoïaque, il va dire, «Bah non, si ça m'arrive, c'est que je suis visé». Donc il recherche du sens.
Tu vois? Le paranoïaque, d'une certaine manière, c'est quelqu'un qui ne peut pas se satisfaire du non-sens. Il n'accepte pas qu'il y a des choses et pourtant il y a du Ouais. non-sens. Un grand complotiste français, C'est pour ça que tout complotiste de base est extrêmement anxieux. bien Moi, sûr, je peux le voir dès que je vois quelqu'un il est qui fait du traumatisé, il est complotisme. Je traumatisé. sais que c'est une personne qui est traumatisée et qui est profondément anxieux et c'est sa façon de chercher un moyen justement de soulager cette anxiété. Exactement, il cherche un système en fait qui va lui permettre de répondre à toutes les questions. Alors, ça peut être parce que, je sais pas, les Mmh. francs-maçons, ça peut être les juifs, ça peut être, je sais pas, Ouais, toutes sortes ouais. de personnages qu'il va diaboliser. Hein, il va les diaboliser parce qu'il faut qu'ils soient diaboliques pour pouvoir tout expliquer et donc Ouais. finalement, il arrive à si tu prends le cas de Hitler, par exemple, c'était un très, très grand paranoïaque. Il pensait que même les maladies, sexuellement transmissibles étaient amenées par les juifs, en Allemagne dans les années 30 et cetera. Mmh. Quand tu lis son livre, Mein Kampf, tu vois vraiment tu as affaire à un très, très grand paranoïaque et ce qu'il y a de fou chez les paranoïaques, c'est qu'ils donc ils ont cette, parce que c'est des gens qui ont vécu un trauma, donc une suite à ce trauma, il faut l'expliquer. Parce que ce qu'il y a de plus violent, par exemple, pour un enfant qui a été Mmh. maltraité dans son enfance, ça va le rendre s'il a été un peu maltraité, ça va le rendre un peu anxieux, mais s'il a été extrêmement maltraité, il va falloir qu'il déréalise. C'est-à-dire, il va changer la réalité. Ouais. Ses parents qui sont censés l'aimer sont en train de l'agresser et de le violer. Comment est-ce possible? C'est encore plus douloureux que le viol ou l'agression, c'est l'absurdité. C'est-à-dire ceux qui sont censés l'aimer lui font Mmh. le pire des mal, la pire des barbaries. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se Et dire: «C'est pas mes le parents». pire de ça, c'est que l'absurdité Ouais, il va se dire: «C'est pas mes parents. En fait, ce sont des extraterrestres qui ont remplacé mes parents» et ouais. cetera et c'est comme ça qu'il bascule dans la paranoïa complotiste et Mmh. cetera et il va s'inventer des raisonnements. Oui, pour moi, clairement, Hitler avait un énorme problème mental et c'est pour ça que pour moi, on devrait placer la santé mentale au cœur du débat, pour éviter des problèmes comme ça. Parce que quand toute atrocité qui a été causée, il y a toujours Bien un sûr, problème de santé Staline mentale. aussi. Staline Voilà, était un immense au paranoïaque, hein. centre et en général, c'est de la paranoïa. En général, c'est quand peur il y a toujours de la peur qui est, une peur donc, l'antisémite ou que ce soit, une peur qui ensuite l'hôte de cette peur veut lui trouver une solution par une certitude. Et quand peur rencontre certitude, Exact, on tombe toujours dans la paranoïa. exact. Ça finit par y arriver au bout d'un moment. Et le pire dans tout ça, c'est que l'absurdité de la vie, je sais parce que je l'ai fait, moi j'étais un mec profondément scientifique dans mon raisonnement, Mmh, etc. Pour moi, il fallait tout expliquer. exact. Ouais. L'absurdité de la vie, c'est une souffrance, oui, mais elle est tout à fait surmontable. Et c'est ça le truc qui pour moi est Voilà, absurde du coup, ça elle est rend mon surmontable. truc, Faut surmonter une part de c'est non-sens. absurde, mais Faut surmonter le non-sens. exactement et dans l'anxiété, si vous pouvez vraiment ouais, si vous pouvez sortir ce podcast avec ça, c'est en général un conseil que j'ai avec mes clients qui sont en fin de guérison. Acceptez le non-sens. Acceptez l'absurdité et c'est comme ça que vous ferez partir vos derniers pourcents d'anxiété qui vous restent parce que c'est indispensable d'accepter la part d'absurdité dans le monde. Sinon, vous allez, bah, tomber dans une forme de paranoïa, parce que vous voulez combler cette absurdité. C'est une douleur comme une autre qu'il faut accepter. Je parle toujours d'un prix à payer pour guérir. Un des prix à payer, c'est accepter l'absurdité. Exactement. Donc, bah, encore un super débat. Pour finir, là, je sais que tu dois bouger parce que tu continues ta promo de ton livre. Est-ce que tu aurais une dernière chose à dire par rapport à la philosophie et pour toi, une façon dont la philosophie t'a rendu plus serein? Alors, je crois que alors si on conclut par rapport à ce qu'on a dit, je crois que ce serait alors, elle apporte une certaine forme de sérénité dans la mesure où justement, elle permet aussi de désamorcer certaines questions, même si elle apporte pas forcément de réponse, notamment sur la question Mmh. du sens. Une question qui m'a beaucoup, traumatisé aussi et de comprendre finalement qu'il fallait accepter une certaine part de non-sens. De comprendre que finalement, ben, si ma vie n'a pas un sens déterminé complètement comme celui de la fourmi ouvrière, OK, ça angoisse. La fourmi ouvrière, elle a pas d'angoisse. Hein, tu sais, dans le film Fourmise, tu as la fourmi qui est au début, qui est Ouais, sur le ouais. divan du psy, ou sur le caillou du psy plutôt, dans Mmh. Fourmise. Voilà et c'est la voix de Woody Allen en fourmi névrosée comme ça, c'est génial et elle dit, «Ouais, ouais, je suis» voilà, bon alors la fourmi, quand elle est humanisée, elle s'angoisse. Mais la fourmi ouvrière, en général, elle a pas d'angoisse. C'est l'humain qui a des angoisses. Pourquoi?
parce que justement, l'humain n'a pas de fonction déterminée. Donc c'est angoissant de ne pas avoir de fonction déterminée. Tu ne sais pas, est-ce que je dois être ceci? Est-ce que je dois être cela? Est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire cela? Tu ne sais pas, donc tu t'angoisses. Et quand le jour où j'ai compris justement que ce qui fait que je m'angoisse, c'est justement parce que je suis libre. Et donc si je dois accepter Mmh. et si j'acceptais cette liberté, ça c'est toute la philosophie existentialiste qui nous dit finalement, ben, OK, tu as des angoisses, c'est un des grands thèmes de la philosophie existentialiste, c'est l'angoisse. Mais si tu es angoissé, c'est justement parce que tu es libre. OK, la fourmi ouvrière, elle a peut-être pas d'angoisse, mais elle est pas libre. Elle est obligée de faire ça jusqu'à la fin de sa vie. Si maintenant tu prends la fourmi ouvrière et tu lui dis: «Ah mais peut-être tu devrais être fourmi soldat ou peut-être tu devrais être complètement autre chose, ni ouvrière ni soldat», et ben là tu vas l'angoisser. Mais tu vas en même temps la libérer. Donc l'angoisse est le symptôme de la liberté. Oh super. Voilà, je crois qu'on pourrait terminer là-dessus. Et si voilà, donc je développe tout ça dans mon livre, «Ma vie a-t-elle un sens?» aux éditions Albin Michel. Allez lire ça. Je sais que moi, je vais vite me prendre une copie pour compléter un peu tout ce qu'on a dit. En tout cas, je veux te remercier, Lev, pour, cette conversation qui m'a beaucoup, Merci à toi Arthur, merci beaucoup pour ton invitation. bah, avec plaisir, ça m'a beaucoup stimulé. J'ai passé un très bon moment. Ah, moi aussi. J'espère que vous aussi, vous avez aimé ce contenu un peu différent d'habitude, mais je pense que c'est cool de changer un peu les choses et de voir, via notre perspective. En plus, je trouve qu'on a vraiment trouvé des clés hyper importantes, ce que tu viens de dire par rapport à, que l'angoisse est le symptôme de la liberté. Moi, la dernière chose que j'aurais ajouté, c'est que philosopher, c'est bien pour pouvoir justement comprendre quel est le prix à payer pour vivre bien et qu'il y a toujours une philosophie arrivera toujours à un choix où tu devras accepter quelque chose de pas forcément agréable au début, dans le cas de ce qu'on vient de parler, l'absurde de la vie. Et donc, c'est un muscle que vous devez pratiquer, la philosophie. Donc, si vous voulez commencer, bah, commencez par un livre de Lev. Et puis, encore une fois, je te remercie, Lev. Et puis peut-être au plaisir de se revoir un jour. Merci beaucoup Arthur, à très bientôt. Allez, Ciao.